Alors aujourd'hui, on va petit à petit s'éloigner de l'Italie puisque cette séance est consacrée à une mise en perspective internationale des questions qui nous occupent, on va dire, sur les... on retrouvera là dans les quatre interventions de ce matin cette question finalement du rôle de médiation, du rôle politique joué par des structures criminelles diverses. Donc en fait, on va s'éloigner de l'Italie puisqu'on commence par une intervention sur l'Italie, après on passe aux voisins proches, la France, après on s'éloigne vers l'Afrique, le Cameroun avec le Cameroun et le Tchad, et on traverse l'Atlantique pour aller vers la Colombie et finir par la Colombie. Donc je vais pas faire de propos introductifs davantage. Je préfère poser des questions après, puis essayer de trouver peut-être des points de transversalité entre les différentes contributions. Donc nous allons commencer par Charlotte Moge, qui est enseignante-chercheuse, on va dire en langue et en histoire contemporaine, mais j'ai l'impression que vos intérêts de recherche, c'est vraiment l'histoire contemporaine, donc avec l'étude de l'Italie. Donc vous avez fait une thèse consacrée à la construction d'une mémoire publique de la lutte contre la mafia en Italie, avec pas mal de publications autour. Voilà, et donc je vous donne sans plus attendre la parole. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci tout d'abord à Céline Torrisi d'avoir organisé ce très beau colloque qui nous permet de réfléchir autour du droit, mais pas seulement sur la criminalité mafieuse. Et merci évidemment à l'EFR de nous accueillir pour cette manifestation. Alors la législation anti-mafia en Italie est souvent définie comme urgentiste, car forgée en réaction au pic de violence mafieuse qui caractérise l'histoire de la mafia et qui remettent au cœur du débat public cet épineux problème. Après le massacre de Ciaculli en 1965, en 1963, la loi de 1965 introduit le concept normatif d'association mafieuse et fait de l'intimidation systématique un trait distinctif de la méthode mafieuse, ce qui pose ainsi les prémices d'une première caractérisation juridique de la mafia. Mais l'efficacité de cette loi reste limitée. En 1982, suite aux assassinats de Pio La Torre et de Carlo Alberto Dalla Chiesa, la loi Rognoni-La Torre introduit l'article 416 dans le Code pénal et comble ainsi les lacunes de la législation précédente en établissant donc une véritable définition juridique de la mafia et elle introduit aussi une mesure phare de la répression dont on a parlé hier, la confiscation des biens. Bien que conçu à partir du modèle sicilien, ce texte donc du 416 bis vise à établir des spécificités qui caractérisent les autres organisations mafieuses qui sont également présentes dans le sud de l'Italie. Depuis une vingtaine d'années, cet article est également utilisé par la magistrature pour frapper d'autres phénomènes criminels qui présentent des caractéristiques similaires. Dans le nord et dans le centre du pays, les magistrats sont notamment aux prises avec des groupes criminels qui sont des émanations des mafias traditionnelles, sans y être affiliés, ou avec des groupes criminels autochtones qui, au fil du temps, se sont structurés en s'inspirant du modèle mafieux traditionnel. L'application du 416 bis constitue donc un véritable défi parce qu'elle impose une réflexion sur l'évolution de la criminalité en Italie. Nous verrons donc d'abord quelles sont les spécificités de cette définition juridique et ensuite on s'attardera sur les cas de la Mala del Brenta et de Mafia Capitale. La loi Rognoni-La Torre marque un tournant car d'une part elle distingue l'association mafieuse de l'association de malfaiteurs et d'autre part elle fait de l'association mafieuse un délit relevant du pénal. Et ce faisant, elle permet donc à la magistrature de réprimer la seule appartenance à la mafia, qui se caractérise donc par l'application de la méthode mafieuse et donc ne considère pas l'existence d'un projet criminel. Enfin, le projet criminel n'est pas obligatoire. Alors la première partie du troisième alinéa que vous avez sous les yeux est donc entièrement consacrée à la définition de la mafia et de la méthode mafieuse qui, comme le dit Costantino Visconti, est le véritable génome de la norme juridique.
Alors cette méthode repose sur 3 éléments, hein, le pouvoir d'intimidation du lien associatif, la condition d'assujettissement qui en dérive et l'omerta comme conséquence de ce pouvoir d'intimidation. Ces 3 caractéristiques doivent nécessairement coexister pour que le délit d'association mafieuse soit appliqué. Le pouvoir d'intimidation apparaît donc comme un élément structurel de la méthode mafieuse, puisqu'il permet aux affiliés de bénéficier d'une réputation violente, dont la seule évocation suffit à exercer un ascendant sur le tissu social, engendrant ainsi une omerta et un assujettissement qui se traduit par un conditionnement effectif des activités économiques et même politiques. Alors après avoir énoncé clairement les 3 éléments qui sont constitutifs donc de cette méthode mafieuse, le 3e alinéa dresse la liste des objectifs de l'organisation mafieuse, alors qui en soi, bon, à part le fait de perpétrer des crimes évidemment, mais ces faits ne sont pas en soi, ne relèvent pas forcément du pénal. Mais c'est bien parce qu'ils sont atteints au moyen de la méthode mafieuse qu'ils font partie de cette loi. Donc le législateur indique 4 types d'objectifs qu'on peut résumer ainsi: la gestion ou le contrôle direct ou indirect d'activités économiques ou d'appels d'offres, l'enrichissement et le contrôle du vote ajouté à la loi initiale en 92. Alors toutes les conjonctions de coordination alternative que j'ai soulignées, qui sont donc utilisées pour juxtaposer les différentes finalités de l'association mafieuse, dénotent la volonté du législateur de faire une liste exhaustive des conséquences concrètes de l'application de cette méthode, tout en indiquant qu'il suffit de démontrer l'existence d'une seule de ces finalités pour que le délit d'association mafieuse s'applique. La singularité de cette norme est donc sa flexibilité inhérente qui démontre combien elle est soumise à la contingence et donc conçue pour s'appliquer potentiellement à toute organisation criminelle, y compris étrangère, donc qui utiliserait la même méthode pour rejoindre au moins un des objectifs cités. Pour reprendre l'analyse de Gaetano Insolera, le but du législateur est ainsi de frapper des formes de criminalité politico-affaristico-économique en faisant abstraction de sa localisation et des matrices culturelles. Voici pourquoi une organisation telle que la Mala del Brenta, quoique née en Vénétie, a pu être qualifiée de mafieuse par la justice italienne en 1994. Alors, bien que n'ayant jusqu'à présent pas suscité l'intérêt des historiens, l'étude du cas de la Mala del Brenta permet d'observer la genèse, le développement et la structuration de cette bande de délinquants en une véritable association criminelle de type mafieux, donc hors des aires traditionnelles d'implantation mafieuse. Au sortir de la guerre, la zone marécageuse du Piovese, donc située entre les provinces de Venise et Padoue, était caractérisée par une microcriminalité rurale se livrant à des vols et à la contrebande. Le journaliste Maurizio Dienese explique que la bande de Felice Maniero est au début une bande de voleurs de poules, je cite, dévalisant fermes et supermarchés, puis elle évolue en une bande de braqueurs qui s'attaque aux bijouteries dans les années 70. À cette époque, la bande est structurée en batterie, donc en équipes, qui se font et se défont au fil des braquages. Maniero fait des alliances avec des groupes criminels locaux, impose son leadership et prend ainsi le contrôle des cercles de jeux clandestins de Modène jusqu'en Croatie. En octobre 80, le groupe se lance dans l'extorsion en imposant par la violence le racket généralisé des usuriers qui opèrent devant le casino de Venise. Cela lui permet évidemment de récolter énormément de liquidités qui sont ensuite investies dans le trafic de drogue. L'entrée de la bande dans le trafic de stupéfiants se fait grâce au contact que Maniero a établi avec les mafieux de Cosa Nostra, envoyés en Vénétie en soggiorno obbligato. C'est une mesure judiciaire d'éloignement et d'assignation à résidence des mafieux hors de leur territoire traditionnel. Cette mesure, censée affaiblir le contrôle des boss mafieux, leur a en revanche permis de contaminer de nouveaux territoires, en particulier dans le nord de l'Italie, au point que la commission parlementaire anti-mafia en 1994 parle d'une, je cite, véritable pollution du territoire national. On peut ainsi s'interroger sur le phénomène de contagion qui s'opère entre la structure mafieuse de Cosa Nostra et l'évolution de la Mala del Brenta en une organisation de type mafieux dirigée par Maniero. Sans diminuer l'importance fondamentale de ces liens, tout porte à croire tout de même que la bande aurait de toute façon muté en organisation mafieuse de par la personnalité de Maniero et par le volume d'activités illégales contrôlées. Puisque le contrôle du trafic de drogue rend généralement nécessaire un contrôle capillaire du territoire où chaque groupe d'origine doit s'occuper de sa zone.
Alors pour reprendre la métaphore de Dianese, la Mala del Brenta a une structure en grappe de raisin, comparable au franchising établi par Benetton dans les mêmes années en Vénétie, puisque tous ces groupes sont indépendants mais se fournissent auprès de Maniero et lui versent un pourcentage. Si tout commence avec par un partenariat avec Gaetano Fidanzati, donc qui était considéré comme l'ambassadeur de Cosa Nostra dans le nord du pays, Maniero est également en contact avec d'autres mafieux de la Camorra, des trafiquants turcs opérant dans les Balkans et même des narcotrafiquants colombiens pour acheminer la cocaïne en Vénétie via la Croatie. En 82-83, le chef charismatique augmente encore son prestige en réalisant des braquages historiques, le casino du Lido de Venise, la gare de Mestre ou l'aéroport Marco Polo. Le tout et s'évade aussi à plusieurs reprises des prisons de haute sécurité en 87 puis en 94, en plein procès, 15 jours avant le verdict du procès. Lorsqu'il est arrêté quelques mois après quelques mois de cavale, Maniero décide de collaborer avec la justice et dénonce tous ses complices. Dans le premier rapport de la commission parlementaire antimafia consacré au phénomène mafieux hors des aires traditionnelles, Carlos Muraglia souligne le, je cite, « manque de paramètres pour reconnaître les présences mafieuses et la carence de la culture juridique », fin de citation. Donc tout ça pour expliquer les réticences de la magistrature à appliquer le 416 bis à des phénomènes criminels distincts des mafias traditionnelles. Au début des années 80, les hommes de la Mahala sont accusés de simples associations de malfaiteurs, puis les résultats des enquêtes de police, des perquisitions lancées à partir de 87 permettent au magistrat Francesco Saverio Pavone de renvoyer les malfaiteurs devant la justice en vertu du 416 bis. Cette instruction marque donc un tournant dans l'histoire criminelle et judiciaire de l'Italie, car cet article n'avait jusqu'alors jamais été utilisé en dehors du sud de l'Italie. Lorsque le procès s'ouvre en 93, l'enjeu est évidemment de taille. Dans la presse, on note une reprise des néologismes utilisés inventés à l'occasion du grand procès de Palerme en 86-87, puisque les journalistes parlent du maxi-procès de la Mala, vu qu'il y a une centaine d'accusés, et on parle de l'aula bunker di Mestre. Donc le parallèle se justifie amplement car l'application du 416 bis a permis à Pavone de tout rassembler en une unique instruction et donc de saisir le phénomène dans sa globalité. À l'issue de la première instance, les membres de la Mala sont tous condamnés pour association mafieuse, verdict confirmé en appel en 96, puis en cassation en 98, et tout cela acte ainsi l'existence d'une organisation mafieuse autochtone en Vénétie. Par conséquent, on note un glissement sémantique qui s'opère dans les sentences de la Cour de cassation et dans la presse, puisqu'on parle désormais de la mafia del Brenta. La collaboration de Maniero avec la justice donne lieu à une seconde vague d'arrestations, second procès, où tout le monde est de nouveau condamné pour association mafieuse. Alors, des objectifs qui ont été annoncés dans le 416 bis, la Mala del Brenta est condamnée évidemment pour avoir commis des crimes, pour s'être enrichie à travers la pratique d'activités illégales et pour avoir blanchi ses gains dans l'économie légale. Cependant, si Maniero corrompait bien quelques policiers et magistrats pour être informés des enquêtes, on ne trouve pas de traces de tentatives d'infiltration de l'administration publique ou de conditionnement de la vie politique, comme on a pu les évoquer hier. Alors, tandis que la Mala del Brenta sévissait en Vénétie, la capitale du pays était aux prises avec un autre phénomène criminel de grande ampleur, la Banda della Magliana. Les similitudes entre les deux organisations sont nombreuses. Outre le fait qu'elles se développent au même moment à partir de zones périphériques pauvres caractérisées par une microcriminalité endémique, les deux bandes se livrent à des crimes et à des délits comparables et contrôlent leur territoire grâce au trafic de drogue et aux jeux clandestins. De plus, la structuration des deux bandes suit exactement le même processus, c'est-à-dire l'agrégation de différentes équipes de braqueurs, appelées également batterie à Rome, le lien sémantique, le fait qu'on utilise le même jargon est aussi significatif. Donc l'agrégation de différentes équipes de braqueurs autour de l'une d'entre elles, dirigée par un homme charismatique, Giuseppe Pucci puis Abattino dans le cas de la Banda della Magliana, tout cela grâce aux relations d'affaires entretenues avec les membres éminents des mafias traditionnelles, on pense notamment à Pippo Calò et aux proches de Cutolo pour la Banda della Magliana. Donc grâce à ces relations, elles instaurent aussi un monopole sur la vente de stupéfiants.
Par contre, à la différence de la mafia del Brenta, la Banda della Magliana était également en lien avec la criminalité politique des années de plomb, en particulier avec l'extrême droite, à travers la figure de Carminati, sur laquelle nous reviendrons. Malgré ces similitudes entre les deux organisations, qui ont été démantelées et jugées dans les mêmes années, ces deux organisations n'ont pas du tout le même destin judiciaire. Arrêtés et jugés à la fin des années 80 pour association de malfaiteurs, les membres de la bande sont libérés grâce à la sentence de cassation émise par le juge Corrado Carnevale en 88, tristemente famoso avec son surnom de l'Ammazza Sentenze. En 92, le leader Abbatino est arrêté et collabore avec la justice. Et donc le juge Otello Lupacchini renvoie, grâce aux déclarations de Abbatino, renvoie à nouveau les malfaiteurs devant la justice, mais cette fois en vertu du 416 bis. La reconstruction du procès, enfin du parcours judiciaire a été très ardue, car le peu de sources disponibles étaient totalement contradictoires. Ce qui reflète le flou qui entoure les décisions judiciaires concernant la Banda della Magliana. Je n'ai pu avoir le fin mot de l'histoire qu'en contactant Michele Prestipino, donc procureur adjoint, substitut du procureur à Rome, que j'ai contacté par l'intermédiaire de Nando Dalla Chiesa. Alors le procès a été en réalité divisé en deux. D'une part, les collaborateurs de justice ont bénéficié d'une procédure en référé, voilà. Donc une procédure en référé qui les a reconnus coupables d'association mafieuse. Et de l'autre, le reste des accusés a été jugé aux assises et à l'issue des débats, l'organisation a été qualifiée de simple association de malfaiteurs au motif qu'elle ne contrôlait pas la totalité du territoire comme le font les mafias traditionnelles. Ces deux verdicts discordants ont été confirmés par la Cour suprême et donc on voit que la jurisprudence relative à l'application du 416 bis apparaît donc comme paradoxale, non seulement concernant des phénomènes criminels comparables, mais aussi pour une même organisation. La première conséquence de l'absence de condamnation pour association mafieuse, c'est que évidemment les accusés sont jugés comme des délinquants de droit commun et donc avec des peines moins sévères. Donc dès les années 2000, l'enquête Overpoint révèle la poursuite des activités criminelles d'anciens membres de la Banda della Magliana comme Carminati. La DDA de Rome tente alors à nouveau de renvoyer les malfaiteurs devant la justice en vertu du 416 bis, mais les écoutes environnementales décrivant le fonctionnement de l'organisation sont déclarées irrecevables et l'accusation de 416 bis donc caduque. Pour la deuxième fois, Carminati échappe donc à la condamnation pour association mafieuse, ce qui évidemment alimente son prestige criminel. Plus récemment, de nombreuses enquêtes ont mis à jour la présence d'individus et de groupes émanant des mafias traditionnelles en Ligurie, en Émilie-Romagne, dans le Piémont ou dans la périphérie milanaise. Alors, certains procès ne valident que partiellement le 416 bis, comme dans le cas de la 'Ndrangheta en Ligurie, mais d'autres, comme Crimine Infinito, dont les sentences définitives ont été prononcées en 2014 et 2016, démontrent néanmoins qu'il est possible d'appliquer le 416 bis hors des zones traditionnelles, même si les caractéristiques structurelles et organisationnelles diffèrent de celles des mafias traditionnelles. En Vénétie, le clan Crisci, proche des Casalesi, mais non affilié à la Camorra, a également été condamné pour association mafieuse en 2012. Donc c'est une sentence qui a été confirmée par la Cour de cassation en 2015. Le cas vénitien démontre ainsi l'élasticité dans l'interprétation de la norme, puisque celle-ci permet de condamner sur un même territoire deux organisations mafieuses aux typologies radicalement différentes, un groupe autochtone et une émanation des mafias traditionnelles. Dans le Latium, depuis l'époque de la Banda della Magliana, on constate évidemment une persistance de la présence mafieuse et la présence de nombreux groupes structurés dont la plupart sont autochtones. Par exemple, les membres du clan Triassi Fasciani, présents à Ostia depuis une bonne décennie, ont été renvoyés devant la justice. La première instance a validé le 416 bis, mais le délit d'association mafieuse a été rejeté en appel en juin 2016. Alors que quelques jours plus tôt, dans une autre affaire, la Cour de cassation avait validé l'utilisation de la méthode mafieuse comme circonstance aggravante pour le clan Fasciani. Alors ces décisions de justice un peu contradictoires sur Mafia Litorale rappellent le cas de la Banda della Magliana et amènent à s'interroger sur la difficulté, voire l'incapacité, d'appliquer le 416 bis au groupe criminel à Rome,
tant ceci apparaît comme une spécificité du territoire. Le statut de capitale peut évidemment être un premier facteur, hein, Rome étant le siège du pouvoir politique, institutionnel, on peut aisément imaginer quel serait l'impact médiatique, politique d'une condamnation par 416 bis. En outre, la carence de la culture juridique évoquée par Smuraglia en 1994 est sans doute un facteur déterminant. C'est donc significatif de voir que ce sont deux magistrats antimafia aguerris, hein, Giuseppe Pignatone et Michele Prestipino, qui ont mené l'opération Crimine Infinito, qui ont donc réussi à faire condamner des clans par 416 bis en dehors des zones traditionnelles. Donc, conscients des difficultés d'appliquer ce texte à Rome, dans l'ordonnance de renvoi, ils construisent leur argumentaire pour, d'une part, démystifier le statut de la capitale, hein, qui présente comme un territoire gangréné par la corruption, et de l'autre, d'expliquer pourquoi les spécificités de la criminalité romaine relèvent du modèle mafieux. Pour les magistrats, la Banda della Magliana constitue l'humus criminel sur lequel s'est développée Mafia Capitale, dont Carminati apparaît comme le chef incontesté. Membre des NAR, donc des Nuclei Armati Rivoluzionari, et élément de connexion avec la Banda della Magliana, Carminati s'est nourri de cette expérience de conjonction entre criminalité organisée et criminalité politique pour... il s'est nourri de cette expérience et l'a érigé en véritable système criminel. Il a en effet tiré profit de ces relations politiques et criminelles pour bâtir un réseau au fonctionnement novateur, on y reviendra peut-être, le Mondo di Mezzo, qui se caractérise donc par une forte capacité d'infiltration de l'administration publique. L'alliance avec Salvatore Buzzi est essentielle puisque les figures sont complémentaires. Leurs amitiés avec des hommes politiques de droite et de gauche leur a permis donc d'infiltrer de manière très large toute l'administration publique et donc de conditionner des activités économiques. Pour le dire avec Nando Dalla Chiesa, Carminati et Buzzi sont, je cite, les stratèges d'un système d'affaires rendu efficace par le recours à la méthode mafieuse, qui est donc basé sur le pouvoir d'intimidation dérivant du pédigré criminel de Carminati. La criminalité mafieuse étant fortement liée au territoire sur lequel elle opère, il est impératif de comprendre ces spécificités en lien avec celles du territoire. Ainsi, pour justifier le recours au 416 bis, les magistrats instructeurs désamorcent les deux points qui se sont avérés problématiques dans les affaires romaines que nous avons évoquées, c'est-à-dire le contrôle du territoire et la structure de l'organisation. Ils insistent donc sur le fait que le contrôle du territoire n'est pas énoncé dans le 416 bis comme un élément constitutif de la méthode mafieuse, comme l'est en revanche le pouvoir d'intimidation qui produit donc un assujettissement et l'omerta. De plus, comme l'analyse Nando Dalla Chiesa à Rome, je cite, « L'extraordinaire concentration, articulation des administrations locales et des institutions rend impossible un contrôle du territoire qui, de fait, aurait toutes les caractéristiques d'un impensable contrôle de l'État. » De par les dimensions de la capitale, en plus, un contrôle du territoire semblable à celui exercé par les mafias traditionnelles ne peut que s'effectuer à l'échelle de quartiers ou de zones. Et c'est pourquoi Carminati s'allie à différents groupes locaux, Casamani, Cassenese, Fasciani, mais aussi à Dendrine. Pour Pignatone, je cite, « Le facteur d'accumulation du pouvoir d'intimidation de Mafia Capitale réside ailleurs, dans la combinaison de différents éléments, le prestige criminel de Carminati et le système de relations, je cite, institutionnellement envahissant et politiquement transversal, tissé avec des membres de l'administration locale et du monde économique, un système basé sur le recours à la force, mais aussi sur la corruption. » Ainsi, le rapport au territoire n'est pas comparable à celui des mafias traditionnelles et le modèle organisationnel de type réticulaire apparaît clairement comme une spécificité de ce groupe autochtone. Pour conclure rapidement, puisque je dépasse, tandis que le débat fait rage chez les juristes, comme en témoigne la doctrine foisonnante sur l'application et les limites du 416 bis, les jugements prononcés dans le centre et le nord de l'Italie confirment que la norme n'est pas restrictive et qu'elle permet au contraire de saisir les différentes évolutions des groupes criminels et de les condamner hors des zones traditionnelles, y compris quand il s'agit d'organisations étrangères. Dès lors, reste à savoir si les caractéristiques de Mafia Capitale et mises au jour dans l'instruction seront suffisantes à l'issue du procès pour que ce groupe soit condamné pour association mafieuse. Je vous remercie.